Merci beaucoup. Je suis médecin de santé publique. Avant de travailler à la direction générale de la santé, en fait, je travaillais sur les questions de malnutrition des enfants dans le tiers-monde pendant 17-18 ans. J'ai travaillé sur ce sujet et donc après, je suis venu ça. Donc on m'a demandé et je vous remercie de m'avoir invité, de traiter ce sujet de l'impact de la politique nutrition-santé. Donc si on doit travailler sur un sujet comme ça, évidemment, la première question, c'est de se dire, si je veux mesurer un impact, ça veut dire où je vais. Il faut que je sache où je vais, sinon je ne vais pas pouvoir mesurer d'impact. Donc si je veux mesurer où je vais aussi m'interroger à partir de ce moment-là, où je vais commencer à travailler sur ces questions, sur pourquoi je veux aller là où je veux aller. Et pourquoi je veux aller là où je veux aller, et comment je veux aller là où je veux aller, avec différentes mesures qui vont me permettre d'atteindre ce que je veux, et donc aller de façon naturelle jusqu'à mesurer l'impact de ça. Et pour mesurer l'impact, je vais être amené à me questionner sur quels sont les indicateurs que je suis susceptible d'obtenir pour savoir où je suis et comment je vais mesurer ces indicateurs. Donc, tout ça sont des éléments qu'on va essayer de traiter et sur le pourquoi, au fond, je suis amené à me questionner sur cette question nutrition-santé pour aller rechercher un impact positif, c'est qu'il y a un sujet. C'est qu'il y a un vrai sujet, et le vrai sujet, si je le prends d'une façon extrêmement globale en termes de santé publique aujourd'hui, ce sont ces enjeux que je vous montre et qui sont, j'insiste toujours là-dessus, c'est quand même relativement nouveau à l'échelle de notre société. C'est-à-dire que c'est depuis la Deuxième Guerre mondiale à peu près qu'on progressivement émergé de façon extrêmement forte la question des maladies chroniques et le développement des maladies chroniques dans notre société, développement des maladies chroniques, les cancers, les maladies cardiovasculaires, le diabète, l'obésité, etc., qui, au fond, ont une caractéristique, c'est qu'il n'y a pas une seule cause à toutes ces maladies chroniques. Il y a des facteurs de risque dans nos maladies chroniques. Des facteurs de risque, je veux dire par là que parmi les déterminants qui amènent à avoir ce développement de maladies chroniques, moi je vais vous parler de nutrition. Et quand moi je vais vous parler de nutrition, dans la façon dont on en parle dans le programme national nutrition santé, on va mettre sous le terme nutrition dans une acception de santé publique à la fois les éléments qui sont les éléments d'apport, donc on est sur l'alimentation, et puis les éléments de dépense, et on va être sur l'activité physique. Et les deux, pour nous, sont indissociables si on veut améliorer l'état de santé global par ce déterminant qu'est la nutrition. Mais évidemment, dans le développement de ces maladies chroniques, il y a bien d'autres facteurs qui rentrent en ligne de compte. D'accord ? Donc, dans d'autres facteurs qui interviennent là-dessus, on pense notamment, bien évidemment, au tabagisme, qui est quelque chose d'important. On pense beaucoup aujourd'hui, et de plus en plus, vous voyez sortir beaucoup de papiers là-dessus sur la question de la pollution, et notamment la pollution atmosphérique, qui est aussi un enjeu là-dessus. Et puis, on a toujours un substrat qui est un substrat génétique, avec un certain nombre d'interactions entre cet environnement et le substrat génétique qui va amener à niveau individuel, à ce moment-là, au développement ou non des pathologies que l'on voit ici. Alors vous allez me dire, je montre cancer, 29% des décès, maladies cardiovasculaires, 25% des décès. Oui, bon, évidemment, il faut mourir de quelque chose. De toute façon, on n'est pas immortel. Mourir de cancer ou de maladie cardiovasculaire. Et alors, il y a une spécificité en France quand même qui est assez curieuse. Vous le savez sûrement, c'est qu'en France, on a une espérance de vie qui est, notamment chez les femmes, parmi les plus élevées du monde. Elle est près de 85 ans aujourd'hui, l'espérance de vie à la naissance des femmes en France. Chez les hommes, on est de l'ordre de 79 ans à peu près. Mais il y a autre chose derrière cette excellence française de la santé des femmes. C'est que l'espérance de vie en bonne santé, par contre, elle n'est pas si terrible que ça. On est à peine à la moyenne des États européens sur l'espérance de vie en bonne santé. C'est-à-dire qu'on vit un grand nombre d'années en France avec une pathologie. Et on est très bon parce qu'on sait bien soigner nos vieux. On sait bien soigner nos vieux parce qu'on a un système de santé qui, au fond, il est quand même... il est tendu, il y a des tas de difficultés, il y a les questions des déserts médicaux, il y a des tas de soucis. Mais quand même, c'est un système de santé qui est
à peu près accessible à tout le monde. D'accord ? On a une sécurité sociale, on a quand même un certain nombre de joyaux de cette nature-là, qui fait que j'ai soigné mes vieux, mais par contre, effectivement, je vais les soigner pendant très longtemps. Donc il y a un sujet qui est la question de la santé, globalement. C'est-à-dire, la santé, c'est pas que d'éviter de mourir, c'est aussi de passer une vie de façon satisfaisante pour pouvoir profiter à peu près de tout ce que l'on a autour d'eux. Donc, tout ça. Je mets parmi ces pathologies chroniques l'obésité. Alors l'obésité, c'est un petit peu spécial, on va en parler un peu plus. Alors, non pas parce que c'est plus majeur que d'autres choses par rapport à la nutrition, hein, parce que la nutrition, c'est aussi un déterminant de beaucoup de cancers que l'on a en France. On va en parler parce que c'est plus visible, c'est plus médiatisé, et c'est plus facile à mesurer. Souvent. Hein, on a un poids, une taille, et hop, ça nous permet d'avoir une vision de où est-ce que l'on en est de l'obésité. On n'est pas obligé de faire des prélèvements sanguins, des prélèvements capillaires, et tout ça pour savoir où est-ce que l'on en est. L'obésité, c'est à la fois c'est une vraie pathologie, hein, l'obésité. Hein, quelqu'un qui est obèse, c'est quelqu'un qui est malade. Il a une maladie de son tissu adipeux. C'est pas seulement quelque chose trop souvent vu dans notre société comme quelque chose de disgracieux d'une personne qui a perdu toute volonté parce qu'elle est grosse et que c'est de sa faute. Non, c'est une vraie maladie qui a des causes et c'est en même temps un facteur de risque de mes autres pathologies chroniques que je montre ici. Alors, je parlais de la sécurité sociale. Si on veut sauver notre sécurité sociale, qui quand même souvent, on nous dit, ça pèse sur les entreprises, les charges sociales, etc., c'est absolument terrible, on va couper dans les charges sociales pour éviter ça. Attention, derrière, il y a quand même la Sécu. Et la Sécu, on y tient notre Sécu. S'il n'y a plus la Sécu, on ne soignera plus nos vieux. Ou bien ça se fera sur des critères sociaux qui seront quand même contre l'idée de notre République. Donc on a des enjeux économiques qui sont colossaux. Vous voyez les coûts annuels de ces différentes pathologies. Je prends le sujet du surpoids et de l'obésité, je le dis souvent un petit peu par dérision, mais c'est un chiffre qui est sérieux. 20,4 milliards d'euros. Il n'a pas été fait par le ministère de la Santé. Il a été fait par la direction du Trésor. Et à la direction du Trésor, ils savent ce que c'est qu'un sou. Et donc, le coût social de l'obésité par an, c'est 20 milliards d'euros. Pas rien quand même. Si on pouvait économiser ne serait-ce que 5% de cette somme pour alléger les charges des entreprises et les charges des salariés, ça serait quelque chose d'intéressant. Ah, bon, il y a quelque chose qui me manque. J'ai oublié de mettre une diapo. J'espère que je ne me suis pas trompé sur les autres choses. Juste pour dire qu'on a des études aussi qui ont été faites par exemple, par l'OCDE il n'y a pas très longtemps, qui montraient que si on se projette sur l'avenir, on a la seule obésité va en soi, en tant que facteur de risque, être responsable de 10% des cancers qui surviendront d'ici les années 2040, de 18% des maladies cardiovasculaires que l'on va avoir. Donc on voit bien qu'agir sur cette question de la nutrition, même si ça ne va pas nous résoudre nos problèmes de mortalité, de maladies cardiovasculaires, de cancer, etc. Ce n'est pas seulement la nutrition sur laquelle on doit agir, mais si on agit là-dessus, on va réduire la probabilité, le risque de survenue de ces pathologies-là. Quelques indicateurs encore sur le pourquoi on doit s'intéresser à ça. Ce sont des chiffres quand même de temps en temps qui peuvent surprendre, avec des études sur échantillon national représentatif de la population française, avec des mesures faites dans des conditions standardisées extrêmement satisfaisantes, etc. Qu'est-ce qu'on a ? Chez les adultes, 18 à 74 ans, 31%, quasiment un Français sur 3 adultes, souffre d'hypertension artérielle. Alors, un grand nombre sont traités, toutes ne sont pas connues, toutes ne sont pas traitées. Le chiffre, il est réel, comme je vous dis, il a été pris dans de bonnes conditions. Ça veut dire que si je me baladais dans une ville moyenne de France, quand je me promène sur le trottoir, une personne adulte sur 3 que je croise, souffre d'une hypertension artérielle. Ça fait plus de 15 millions de personnes. Hyperglycémie, c'est le diabète. Là, ce qui est inquiétant en plus sur le diabète, c'est aussi le maintien d'une croissance
importante de la fréquence du diabète, et donc c'est 5% des personnes. Et là aussi, enfin, c'est juste parce que vous n'êtes pas un public de médecins, mais bon, le diabète, c'est un mot, le diabète. Hein, c'est « Ah, il a le diabète ». Derrière un diabète, quand même, il y a un paquet de pathologies qui vont se développer. Hein. À cause d'un diabète, on devient aveugle. À cause d'un diabète, on a une insuffisance rénale. Ça veut dire qu'il faut aller en dialyse rénale 2 fois par semaine, ou bien qu'il faut avoir une greffe osseuse. Hein. C'est des amputations des membres. Enfin, tout ça, ça veut dire de la souffrance individuelle, ça veut dire des souffrances familiales, ça veut dire des coûts pour la société qui sont importants. Dyslipidémie, 44%. Alors vous voyez là, 44% des adultes, ils ont une hypercholestérolémie ou une hypertriglycéridémie, hein, donc entraînant une augmentation, là encore, des risques cardiovasculaires chez les personnes. Les autres, j'en ai un petit peu parlé, il y a aussi la dénutrition, bon, voilà, hein, vous voyez quelques chiffres que je vous montre ici. Autre élément qui est lui également alors absolument fondamental, c'est la question des inégalités sociales. On est dans un pays où, et on le voit, nous, dans tous nos critères, dans tous nos indicateurs de santé, on a toujours des inégalités sociales qui sont fortes, qui ont même plutôt tendance à se creuser. Et là, je vous montre quelques résultats de la fréquence d'obésité en fonction du niveau de revenu du ménage. D'accord, en abscisse, donc le niveau de revenu du ménage, avec 3 études qui ont été menées avec les mêmes conditions méthodologiques en 1997, 2006 et 2012. Et on voit 2 choses. Un, que vous voyez, il y a un gradient. Hein, c'est-à-dire que le long de l'échelle de revenus des ménages, on a comme une fonction linéaire. En fait, de fréquence. Plus on est riche, moins la probabilité d'être obèse est importante. Et il n'y a pas d'effet seuil. C'est ça sur quoi je voudrais insister. Il n'y a pas d'effet seuil, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un niveau de revenu sur lequel, brutalement, on a une augmentation de la fréquence d'obésité. Ça veut dire que il vaut mieux que le revenu du ménage il soit de 3 800 €. Je veux dire, dans les classes les plus aisées, il vaut mieux qu'il soit de l'ordre de 3 600 € que de 3 000 €. Ça fait la différence aussi. Pas seulement chez les plus pauvres, mais vraiment sur ce gradient. Et puis on voyait à l'époque qu'on avait une augmentation effectivement importante tous les 6 ans de cette fréquence de l'obésité. On était sur l'état nutritionnel, l'obésité. On a la même chose, cette question des disparités sociales, on l'a aussi en termes de consommation. Et là, avec on le sait intuitivement, mais regardez comme ça se manifeste. Ici, on est sur des études récentes qui montrent chez les enfants la fréquence de consommation, la quantité consommée de boissons rafraîchissantes sans alcool, d'un côté, en fonction du niveau d'éducation du référent au niveau de la famille. Qu'est-ce qu'on voit? Plus on est pauvre, plus on consomme de soda. À l'inverse, sur les fruits et légumes, fruits frais et secs, mais c'est la même chose sur les fruits et légumes, plus la consommation décroît en fonction du niveau de revenu de la famille. Et donc vous voyez là, se manifestant au niveau des consommations alimentaires, un des éléments qui va permettre d'expliquer également pourquoi on a des inégalités sociales dans nos indicateurs de santé que peuvent être par exemple l'obésité que je vous ai montré tout à l'heure. Bon, et sur cette disparité, on est aussi dans un pays avec des très fortes cultures alimentaires régionales. Et donc, on ne s'étonne pas de retrouver également des diversités de consommation pour un certain nombre de produits selon le lieu où l'on habite. Alors, fort de tout ça, en 2001, on a, bon, je ne vais pas faire l'historique, mais il y avait quelque chose qui était extrêmement intéressant en 2001, c'est qu'il y avait déjà eu des États généraux de l'alimentation en l'an 2000. Et dans son discours de clôture, le Premier ministre de l'époque, il avait demandé que le ministère de la Santé coordonne un programme national nutrition santé. C'était très important pour nous, en tant que ministère de la Santé, parce qu'on sait bien que si on veut agir dans des domaines comme ça, on ne va pas agir uniquement dans le domaine de la santé. Dans le domaine, je dirais,
plus que santé, dans le domaine médical, avec les professionnels de santé. Si on veut agir et améliorer une certaine situation, on a nécessairement le besoin de travailler avec plein d'autres acteurs, hein, et vous en êtes une illustration. Bien évidemment, on a besoin de travailler avec tout le domaine qui va être la production, la commercialisation de l'alimentation. C'est quelque chose d'absolument fondamental, mais il y a bien d'autres secteurs avec lesquels on doit travailler. Donc le fait que ça soit le Premier ministre, d'un point de vue institutionnel, pour nous, c'était extrêmement important. Ça veut dire qu'on avait la légitimité d'aller demander à nos petits camarades dans les autres ministères comment peut-on travailler ensemble, qu'est-ce qu'on peut se fixer comme objectif, où est-ce qu'on peut se mettre d'accord sur un certain nombre d'éléments d'intervention également. Donc un objectif général, hein, il est resté le même. Hein, là, on va bientôt avoir un PNNS 4, on aura le même objectif général, il est très... comment dire, global, généreux, on va améliorer la santé. Mais bon, ça ne nous aide pas beaucoup. Si je veux mesurer un impact derrière, quelque chose comme ça, évidemment, ça va être un petit peu complexe d'avoir la moindre mesure de ça. Donc, on est obligé d'aller de façon plus fine. Et dès le départ, dans le Programme national nutrition santé, on s'était fixé des objectifs qui sont, là, je ne sais pas si dans votre champ, on emploie le mot « smart », des objectifs qui ont des qualités, ces objectifs, quand on va les formuler, hein, ils doivent être spécifiques, bien correspondre à ce que l'on veut, ils doivent être mesurables, smart, sense, specificity, c'est de l'anglais, measurable, ils doivent être acceptables par la population, ils doivent être réalistes également, hein, on ne doit pas avoir des objectifs totalement irréalistes parce que ça ne veut rien dire, on peut toujours dire je veux le bonheur absolu, bon, ça va être un petit peu compliqué. Et puis, ils doivent être time-bound, c'est-à-dire qu'ils doivent être en même temps fixés dans le temps. Et donc, dans le Programme national nutrition santé, depuis 2001, on a fixé des objectifs qui sont de cette nature-là. Et j'en donne... Alors ça, c'est les objectifs du PNNS 3, donc eux qui avaient été définis en 2010. Et donc, la façon, hein, ce ne sont que quelques-uns. Il y avait une trentaine d'objectifs de cette nature-là qui avaient été proposés. Sur la consommation alimentaire et les apports nutritionnels, hein, cet exemple-là, pour vous montrer la précision que l'on veut dans ce domaine-là, diminuer la consommation moyenne de sel dans la population pour atteindre, en 5 ans, 8 grammes par jour chez les hommes adultes, 6,5 grammes par jour chez les femmes adultes et les enfants. Alors bon, on ne va pas discuter le pourquoi, comment, etc., ce n'est pas le lieu, mais vous voyez que tous nos objectifs vont être de cette nature-là. Pour les glucides simples, on a l'autre objectif derrière en fonction de l'apport énergétique sans alcool. On a des indicateurs sur l'activité physique, on ne va pas revenir, et vis-à-vis de pathologie, là aussi, on a des objectifs qui sont extrêmement précis. Le fait d'avoir des objectifs précis de cette nature-là, on voit bien que ça va nous donner aussi, hein, ils induisent par la façon dont ils sont écrits, dont ils sont dits, ils induisent en eux-mêmes quel va être l'indicateur que l'on va pouvoir utiliser pour mesurer l'atteinte ou non de l'objectif que je me suis fixé à un moment donné. Alors, on a tout ça. Maintenant, très bien, comment je vais atteindre ces objectifs et qui va également participer de la mesure de l'impact? Alors évidemment, on est dans un domaine où on voit bien rapidement que le mot prévention, il va intervenir extrêmement vite. Hein. Mais alors, le mot prévention, il est quelquefois très flou, en fait. Nous, dans notre domaine de la santé, on distingue souvent 3 types de prévention. La prévention tertiaire. Prévention tertiaire, ça veut dire qu'on va réhabiliter des personnes qui sont malades. Hein, une personne handicapée, on va essayer d'améliorer sa qualité de vie en mettant en œuvre tout un ensemble de mécanismes qui vont lui permettre de vivre avec son handicap et d'améliorer ses capacités fonctionnelles, etc. On a un deuxième niveau de prévention, qui est ce qu'on appelle la prévention secondaire. Alors, qu'est-ce que c'est la prévention secondaire? Ça va être de dire, on va essayer de dépister le plus tôt possible l'apparition d'une pathologie. Et en dépistant le plus tôt possible l'apparition d'une pathologie, je vais tout mettre en œuvre pour essayer d'éviter une aggravation de cette pathologie. Et dans ces conditions-là, ça voudrait dire, par exemple, je vais essayer de voir la personne obèse le plus tôt possible, mais elle est déjà obèse. Hein. Aujourd'hui, on a déjà 7 millions de personnes obèses. On sait bien les limites d'une intervention dans un domaine médical vis-à-vis des personnes obèses. On n'est pas très efficace.
Une fois que l'obésité en tant que maladie, que la pathologie du tissu adipeux est là et que là, il y a une chronicisation de cette pathologie, on sait bien que c'est compliqué d'améliorer réellement l'état de santé de la personne, de la faire vraiment maigrir sur le long terme. Donc une question, et donc il va nous rester quoi? Il va nous rester de la prévention primaire. Prévention primaire, ça veut dire quoi? Je vais tout mettre en œuvre pour que globalement, au niveau de ma société, je réduise le risque de l'apparition, de l'émergence de la pathologie donnée ou du facteur de risque, comme par exemple, je parlais de l'hypertension artérielle, etc. tout à l'heure. Alors, vis-à-vis de ça, on a plusieurs façon aussi de concevoir une prévention primaire. Soit on est à un niveau individuel, et à ce moment-là, on voit bien que dans la façon, les stratégies d'intervention que l'on va avoir, ça va beaucoup se concentrer sur les questions d'information, sur les questions d'éducation de l'individu, en disant, eh bien, je vais lui transmettre un certain nombre de messages, il va travailler avec son petit cerveau, et puis il va se débrouiller pour mettre en œuvre ce que je lui ai transmis. Bon. Je caricature un peu, mais c'est un peu de ça. Le problème, c'est qu'on sait très bien que ça ne marche pas. D'accord? On sait très bien que ça ne marche pas en soi. On a quand même maintenant beaucoup de recul là-dessus. Cette action, en soi, est unique. Elle ne fonctionne pas. Et elle fonctionne encore moins pour essayer de réduire les inégalités sociales de santé. Or, vous avez vu tout à l'heure que mon problème, moi, en santé, si je veux améliorer les indicateurs en matière de nutrition, c'est la question des inégalités qui est la première question. Les personnes d'un haut niveau d'éducation, je vais transmettre de l'information et il y a tout un ensemble de facteurs qui fait que cette personne va peut-être avoir une meilleure projection sur ce qu'elle sera quand elle aura 60 ans. Bon, vous êtes encore jeune, je pense que beaucoup ne se disent pas « Ah, faut que je fasse gaffe parce que quand j'aurai 60 ans, je risque d'avoir une maladie cardiovasculaire ». Ça vous passe complètement à côté et vous avez fondamentalement raison. Mais voilà, quand même, il y a plus de cette capacité en général de se projeter de ça. Et puis on est quand même à un endroit où il fait chaud, on est en été, je suis en train de me promener sur la plage, il y a le marchand de glace, il me propose une bonne petite glace bien crémeuse, etc. Mais elle est bien fraîche et tout ça. Donc, ouais, je sais, c'est pas terrible. On m'a dit qu'il fallait pas trop consommer ça, mais honnêtement, allez, on verra bien, et je consomme ma glace. Et c'est en permanence ce type de choses. Donc, ça. Et puis, il y a un autre facteur aussi qui fait qu'au niveau individuel, c'est extrêmement compliqué. Je vois tous, je vous ai parlé de mes maladies cardiovasculaires, de tout ça et tout ça, et de l'alimentation. Mais on a tous, dans notre environnement proche, dans notre environnement amical ou dans notre environnement familial, le cas de la grand-mère qui est normande, qui a mangé toute sa vie du beurre salé, et Dieu sait si le beurre salé, c'est quand même pas terrible, a priori, d'un point de vue de la santé. Elle a consommé ça toute sa vie, elle est morte à 95 ans comme un charme. D'accord? Donc, puisqu'elle est comme ça, pourquoi il m'emmerde à me dire que le beurre salé, il ne faut pas en bouffer? D'accord? Et donc, on va faire du cas particulier une généralité pour justifier un comportement qui, au fond, n'est pas exactement ce que l'on veut. Et à l'inverse, on va aussi toujours avoir le décès à 45 ans de l'oncle qui, lui, a toujours fait de l'activité physique et qui a toujours été un modèle de vertu au sens alimentaire. Donc, compliqué quand on est au niveau individuel, que ce soit par une prévention, par une éducation globale, ou que ce soit même dans ce dialogue qu'il peut y avoir entre un toubib et son patient face à un certain nombre de choses. Donc, on va s'interroger à ce moment-là sur une prévention plus collective qui, elle, va m'amener à m'interroger sur la modification que je suis susceptible de faire de cet environnement. Juste une illustration de ce que je viens de dire. Quand on fait nos études, 75% de la population aujourd'hui au moins connaît ce slogan, on va dire, qui est manger au moins 5 fruits et légumes par jour. On le sait. Bon, il n'y a que 43% qui le pratiquent. On a un gap quand même non négligeable entre savoir et faire. Et c'est un peu valable partout. Alors juste quelques photos pour illustrer ça. Je vais les passer assez rapidement. Mais pour avoir une réflexion sur
qu'est-ce que notre environnement alimentaire aujourd'hui dans notre société? J'ai que quelques photos, vous en auriez plein d'autres, je suis sûr, à me proposer également sur d'autres domaines. Ça, c'est les moments de plaisir. Je vais à la fête foraine, j'emmène les gamins, ou bien je vais draguer la minette d'à côté, et donc je lui offre, après les autotamponneuses, tiens, un petit truc au kiosque, là, et on va manger. D'accord? Je suis au bureau, on est entre collègues, mais le patron, il est ravi que vous fassiez des pots entre vous. Ça, c'est de la cohésion d'équipe, hein. Ça va faire avancer l'esprit global de l'entreprise. Donc, allez-y, faites vos pots. Vous savez ce qu'il y a sur la table? Hein, parce qu'en général, quand on y va, on ne veut pas trop dépenser, donc on va voir ce qui est un petit peu moins cher, donc des cacahuètes, des sodas, des machins comme ça. Voilà, c'est ça ce qu'on trouve. Quand vous allez au multiplex, hein, vous savez que les confiseries que vous voyez, c'est 13% du chiffre d'affaires des cinémas en France. Quand vous allez à l'hypermarché, hein, que le merchandising, il est quand même fait là pour, il est là pas pour rien. Où est-ce qu'on met les bonbons quand vous arrivez pas très loin des caisses à la fin et que vous êtes fourbu après 1h30 à avoir galéré avec votre caddie? Ils sont là, les bonbons. Le gamin, il demande. Ça va être difficile d'éviter. Quand vous allez, les free refills, là, hein, vous payez une fois et hop, vous en avez tant que vous voulez. Quand vous êtes ado, mais vous avez envie de boire vos sodas, là. Oh, je vais en avoir comme ça, je vais niquer le patron, je vais lui en bouffer plein et tout ça. Enfin bon, hein, c'est vrai pour la viande, c'est vrai pour tout. Donc on y va. Quand vous allez au magasin, mais les promotions, allez, prenez-en 3 pour le prix de 2. Mais comment vous allez résister quand vous êtes une famille avec beaucoup d'enfants, avec des difficultés financières, hein, 3 pour le prix de 2, c'est quand même cool. Est-ce que vous en avez vraiment besoin, au fond, de ces 3-là, hein? Est-ce que ça ne va pas être une consommation supplémentaire par rapport à ce qui était nécessaire, uniquement parce que l'offre vous a incité à consommer plus? Bon, un petit truc comme ça, de temps en temps, il y en a qui s'amusent, hein. Bouge pas, hein, surtout. Donc, bon, allez à l'encontre de la parole, un peu docte des pouvoirs publics. Hein. Ça fait toujours du bien de se révolter contre ça, pas cher. Donc, bouge pas surtout. Et puis, il y a des adeptes de foot ici. Comme nous tous, enfin comme beaucoup, quoi. Eh bien, le foot, mais comment il est financé, le foot? D'accord? Quelques petites visions de ça. Et par qui il est financé? Parce que vous voyez qu'au fond, derrière tout ça, on a toujours à peu près les mêmes qui vont parler dans ces domaines-là, qui sont, au bout du compte, les grandes entreprises qui vendent du sucre et du grain, hein, et qui ont la capacité également de promouvoir avec la publicité, avec etc., en achetant le Stade de France, hein, comme une boisson pétillante pour se faire valoir. Donc, bref. On en revient, donc j'ai mes leviers stratégiques, l'information, elle est nécessaire, elle n'est pas suffisante, je dois modifier l'offre pour rendre le comportement santé un comportement qui devienne plus simple à mettre en œuvre. Donc j'ai tout ça et je peux agir. Bon, et puis je ne parle pas de l'organisation du système de soins, etc. Ce n'est pas le lieu, mais je vais avoir différents instruments pour pouvoir agir et améliorer la situation que je vois. Alors, de quels outils maintenant qu'on a vu, hein, on va regarder aussi, on va dire quelques éléments pour quels sont les types d'actions un peu plus particuliers que l'on peut faire, mais s'interroger sur la mesure de mon impact par rapport aux objectifs que je me suis fixés. Et donc, dans le cadre de notre politique nutrition en France, on a vis-à-vis de ça 2 grandes enquêtes qui ont été menées déjà en 2006 et en 2015, qui sont des enquêtes qui coûtent très cher, enquête sur un échantillon national représentatif de la population où on va analyser les consommations alimentaires, les apports nutritionnels, l'état nutritionnel, les comportements de consommation, l'activité physique, la sédentarité, etc., etc., pour savoir, par rapport aux objectifs que je me suis fixés, où est-ce que j'en suis exactement. D'accord ? Et donc, on va pouvoir montrer des
évolutions, en répétant avec des méthodologies semblables, je vais pouvoir vous montrer des évolutions dans ma population. Ensuite, se posera toujours la question de la causalité, c'est-à-dire, est-ce que c'est parce que j'ai mis en œuvre un certain nombre de stratégies pour ma politique nutritionnelle que j'obtiens l'évolution que je vois? Ou est-ce qu'il y a bien d'autres facteurs qui sont rentrés en ligne de compte dans ma société qui expliquent que je pourrais avoir des évolutions, mais qui n'ont rien à voir avec les actions qui ont été mises en œuvre par le PNNS. Alors, je ne vais pas vous assommer de chiffres, mais juste quelques-uns. Bon, effectivement, hein, on voit, entre l'étude de 2006 et l'étude de 2016, d'accord, que sur cette question qui est la question de la prévalence du surpoids et de l'obésité en France, eh ben, on a fait du surplace. Il n'y a plus eu d'aggravation. Bon, plutôt un résultat que nous accueillons avec satisfaction. Hein, non pas que on fait loin de triomphalisme parce qu'on reste avec des prévalences qui sont beaucoup trop élevées, mais au moins ça n'a pas augmenté. Hein, quand on a commencé le PNNS, on nous disait vous allez arriver à la prévalence, dans 20 ans vous serez à la prévalence des États-Unis. Les États-Unis aujourd'hui ils sont à 32% d'obésité. En France on est à 17% d'obésité, 49% de surpoids et d'obésité. Et chez les enfants c'est pareil. Hein, on a plus depuis 2005, on a plusieurs études qui nous ont bien clairement montré que nous n'avons plus d'augmentation de la prévalence d'obésité. Mais, un, c'est trop élevé, et deux, les inégalités sociales que l'on voulait combattre, eh ben non, ça ne marche pas. On a raté le coup, hein, donc on a plutôt un effet plus positif dans les personnes âgées, dans les personnes les plus favorisées. Pardon. Alors ensuite, rapidement, pour vous montrer comment, vous voyez que quand on analyse d'une façon très globale l'impact, au fond, global, général du PNNS par rapport à nos objectifs, on va traiter les données de ces études nationales en disant, ben voilà quel est l'objectif qui a été fixé dans le programme national nutrition santé. Par rapport au libellé de l'objectif tel qu'il a été proposé, voilà comment je vais construire mon indicateur. Et à partir de là, voici quels sont mes résultats. D'accord ? Et donc, on a ici, hein, vous voyez, le premier, augmenter en population générale la consommation de fruits et légumes, de sorte que 50% au moins des enfants consomment au moins 3,5 fruits et légumes par jour. Bon, bon, c'est un peu compliqué, donc il faut bien s'apesantir sur chaque mot. Qu'est-ce que ça veut dire 3,5 fruits et légumes par jour? Comment je vais le mesurer, etc. Et donc, on arrive à un résultat, et très globalement, mes résultats, au fond, ils me montrent qu'entre 2006 et 2016, eh ben, sur quasiment aucun des indicateurs, on a eu d'évolution. C'est-à-dire qu'on a fait du surplace, à peu près sur tout. Hein, surtout, comme pour l'obésité que je vous ai montré tout à l'heure, sur nos indicateurs de consommation, on est sur les mêmes choses. Et puis, on a une autre façon de mesurer l'impact, c'est que, vous savez, ce matin, on en a un tout petit peu, quelqu'un en a un petit peu parlé, on a des recommandations pour la population, hein, par exemple, au moins 5 fruits et légumes par jour. Donc, une autre façon de traiter les études, c'est de voir où est-ce qu'en est la population française par rapport à ces recommandations qui lui sont proposées. Et donc là, pareil, on va construire l'indicateur sur la base de la recommandation et puis on va essayer de montrer où est-ce que l'on en est, comment ça a évolué. Et là, pareil, par rapport à ces recommandations, eh ben, au fond, il n'y avait pas grand-chose. Bien, ok, donc j'ai une certaine façon de voir l'impact, mais maintenant, qu'est-ce que j'en fais? Eh bien, je vais revenir au départ. Puisque je sais la situation où je suis aujourd'hui, je vais refaire l'exercice de savoir où je veux aller dans 5 ans. Et on est là-dessus aujourd'hui. Hein, où est-ce que je veux aller d'ici 2023-2024 ? Compte tenu de la situation que je connais maintenant, qui est beaucoup plus claire et actualisée de mes dernières études. Et à ce moment-là, la question qui s'est posée dans la fixation d'objectifs, c'est quoi? C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. C'est la question des inégalités. Si on fixe dans la façon dont on dit un objectif qu'en moyenne, je veux telle chose, eh bien, ça fait que dans l'atteinte de ma moyenne, j'ai plusieurs solutions. Mais la solution que l'on voit, c'est qu'au fond, on va peut-être stabiliser la moyenne ou légèrement améliorer la moyenne, mais on va accroître la variabilité entre les classes sociales.
Hein? Donc à ce moment-là, moi en tant que politique de santé, je n'ai pas atteint mon objectif. Parce que ce n'est pas ça mon objectif. C'est que tout le monde puisse profiter effectivement de ce que je fais. Et donc, il y a une nouvelle façon dont le Haut Conseil de la santé publique, qui est notre interlocuteur premier pour pouvoir construire ces objectifs, il va dire, eh bien non, on va faire des objectifs qui peut-être sont beaucoup plus ambitieux, mais on ne va plus parler de moyenne, mais on va bien parler à ce moment-là de la globalité de la population. Et donc, vous voyez que mon objectif va être, par exemple, se rapportant aux apports nutritionnels, 90% des adultes consomment au moins 7,5 grammes, consomment moins de 7,5 grammes de sel. On était sur une moyenne qui était de 8 grammes au total dans la population. Dans ma dernière grande étude nationale, j'étais à 8 grammes en moyenne. 50% au-dessus, 50% au-dessous. Donc je veux me fixer un objectif plus ambitieux qui entraîne 90% de la population. J'accepte encore qu'il y en ait 10% qui soient au-dessus, mais je le fixe donc en tenant compte de cette dimension de santé publique qui pour nous est évidemment fondamentale. Alors, on a la vision globale. On peut aussi, derrière, avoir la vision action par action. Hein, c'est de l'impact. Et évidemment, on va aussi se poser la question de ça. Je vais le dire rapidement. Vous avez entendu parler du Nutri-Score. Est-ce qu'il y en a qui osent dire qu'ils n'en ont pas entendu parler parce que vous êtes virés? Bon, le Nutri-Score, donc, on l'a mis en place sur la base d'études scientifiques extrêmement poussées qui nous ont montré que oui, il y avait un impact positif à une mesure de cette nature-là. Elle a deux objectifs, hein, une mesure de cette nature. Elle a un objectif qui est vis-à-vis de la demande, vis-à-vis du consommateur. Je vois rapidement quelle est la qualité nutritionnelle de l'aliment qui me est proposé. Et puis elle a un deuxième objectif qui a la limite pour moi en santé publique est encore plus importante, c'est que en jouant sur la concurrence entre les entreprises, je vais amener les entreprises à améliorer la formulation de leurs produits. Hein, quand je vais faire un bœuf en daube et que mon bœuf en daube, il a un C aujourd'hui et que je vois que mon concurrent, il a un B, eh ben, je vais aller tirer les oreilles de mon service qualité et je vais lui dire, tu me débrouilles pour me faire un bœuf en daube qui va être B. Parce que je ne veux pas perdre, sur le plan nutritionnel, mes clients, ma crédibilité, mon image, etc. Parce qu'on pourra toujours me reprocher ça. Donc on a tout ça. Et évidemment, on va mettre en œuvre des outils également pour mesurer les impacts de ce type de mesures de façon spécifique. Mesures auprès de la population d'une façon générale pour voir quelle est la perception du consommateur sur cette mesure, et donc je vais l'évaluer. Et puis derrière, on a, que vous connaissez aussi probablement, ce qu'on appelle l'Observatoire de l'alimentation, qui a été créé il y a une dizaine d'années en France, qui est au fond une énorme base de données dans lesquelles sont mentionnées toutes les caractéristiques qui sont sur le paquet alimentaire. Et parmi ces caractéristiques, il y a la composition nutritionnelle du produit. Et donc, on demande à l'Observatoire de l'alimentation de nous faire un suivi de l'évolution de la qualité nutritionnelle des produits qui sont mis sur le marché en France par catégorie de produits, de nous faire des comparaisons entre les produits qui ont été marqués avec le Nutri-Score, puisque c'est une démarche volontaire des entreprises, et ceux qui ne l'ont pas. Donc on se donne les moyens d'une évolution. Alors, individuellement, on a plein d'autres choses. Bon, je n'ai pas le temps d'en parler parce que sinon on n'a pas, mais on a beaucoup de types d'interventions que l'on peut mesurer également avec des évaluations sur l'impact potentiel qu'ils ont individuellement, même si à ce moment-là, on n'a pas la vision globale au niveau de l'ensemble de la population. Conclusion. Alors, évidemment, on se fixe des objectifs. Les objectifs sont fixés par le Haut Conseil de la santé publique et nous, ministère de la Santé, c'est notre agence d'expertise pour un domaine de cette nature-là. Donc évidemment, on va prendre en compte et on va retenir ça. Maintenant, derrière, ça veut dire que dans les types d'actions qui sont susceptibles de mener, il y en a qui sont plus ou moins compliqués. Et donc, il y a de la décision politique qui est nécessaire à ce moment-là.
Hein, et on est dans les enjeux d'influence des uns et des autres auprès de la décision politique qui, pour des enjeux de cette nature-là, est souvent prise au niveau Premier ministre. Hein, ça dépasse le ministère de la Santé. Donc on est là-dessus. Bon, là, c'est quelque chose que vous avez vu qui a été... Alors, je me lance parce que je suis assez mécontent, je dois dire, de la façon dont ça a été traité. Je peux le dire, maintenant, je suis ancien. On se fixe un objectif sur le sel qui est ambitieux d'une diminution forte de ça, mais on dit, ah ben, oui, le premier apport en sel dans la population française, c'est le pain. 25% de votre apport en sel vient du pain. Donc très nettement, c'est le premier contributeur du sel. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Ça fait 20 ans qu'on est en discussion avec les boulangers et les meuniers. 20 ans qu'on est en discussion. Depuis 20 ans, on leur dit, faites quelque chose les mecs. Hein, parce que c'est possible, d'un point de vue process, il n'y a pas de problème, et vous nous l'avez dit, et vous le savez très bien. D'un point de vue gustatif, on y arrive très bien si on fait des diminutions régulières. Donc, ça fait 20 ans, vous avez pris des engagements, vous n'avez pas tenu vos engagements, ça a déjà été fait. Bon, qu'est-ce qu'on fait? Hein, on a la possibilité de réglementer. Ben non. On ne va pas faire la réglementation, on va encore repartir sur de la discussion avec les acteurs pour leur demander est-ce que vous voudriez bien réduire la quantité de sel dans le pain. Mais on n'atteindra jamais l'objectif si on est comme ça. C'est clair, on le sait dès le départ. Alors, ça, et puis, alors, quelques réflexions. Jusqu'où mesurer un impact? Hein, parfois, nous, on travaille beaucoup avec les municipalités dans le cadre du PNNS. Une municipalité, je veux dire, quand vous avez une municipalité de 2000 habitants et qui a décidé d'essayer de faire de l'action auprès des écoliers pour améliorer le goûter ou pour faire des choses comme ça, bon, on ne va pas lui demander à chaque fois de mesurer l'impact de ce qu'il fait. Hein, c'est positif. De toute façon, allons-y, travaillons sur des domaines de cette nature-là. En plus, l'objectif, parfois, il est un petit peu flou, donc on ne saurait pas très bien quoi mesurer sur des choses comme ça. Et puis, il y a un autre domaine, je ne fais que l'effleurer, mais c'est au fond les impacts collatéraux de ce qui est fait. Les impacts collatéraux de ce qui est fait, je vous ai dit en intro que en 2000, quand on a commencé le programme national nutrition santé, cette question-là, alimentation santé, mais honnêtement, elle n'existait pas, la question, dans la population. Aujourd'hui, ça a été un peu dit ce matin dans la discussion, aujourd'hui, c'est un sujet dans la population qui est devenu de plus en plus fort. Hein, aujourd'hui même, c'est parfois... too much, quoi. Les médias, dès qu'il y a la moindre étude qui sort au niveau international, ça peut faire les gros titres des journaux, alors que ce n'est qu'une étude qui va contredire une étude précédente, etc. Enfin, on peut en discuter. Mais donc, impact collatéral, c'est qu'au fond, le sujet existe. Et le sujet, il est important et fait bouger la société. Je termine comme ça. Et je veux dire par là, c'est aussi grâce à toutes ces, qui parfois sont un petit peu mises en doute dans leur efficacité, les ateliers cuisine, les classes du goût, etc. Bon, on a du mal à mesurer l'impact réel de tout ce type de choses. N'empêche que ça crée une dynamique qui fait que le sujet est porté et qu'il y a une sensibilité de la population qui permet que les actions portent plus. Merci. Bon. Merci beaucoup pour tout l'enthousiasme et pour toute l'action entreprise sur un sujet majeur. Je ne doute pas que ça suscite des questions dans l'audience. Voilà. Bonjour, merci de votre intervention. Donc vous nous avez présenté comment étaient définis les objectifs du ministère et comment on évaluait l'impact des mesures qui étaient mises en place. Mais en fait, moi, je me demandais quelles mesures directes le ministère peut mettre en place pour limiter la présence dans l'environnement alimentaire dont vous parliez, des produits reconnus comme néfastes, avérés pour la santé. Et je ne sais pas s'il y a encore les personnes de ce matin de Auchan, mais je me demandais justement vis-à-vis de ça, est-ce que une législation, par exemple, sur la répartition des rayons dans les supermarchés de produits
alimentaire, notamment dans le fait que la surface de produits légumes et fruits représentait la même surface que le rayon chips et bonbons. Voilà. Est-ce que c'est le genre de mesures que vous prenez? Merci pour votre question. Si ne tenait qu'aux gens de la santé. Oui, vous avez raison. Hein, après tout, pourquoi ne pas aller vers la réglementation? Le problème, c'est qu'on est quand même dans un pays de liberté et que la liberté du commerce est une liberté, je ne sais pas si elle est constitutionnelle, mais elle est à un niveau extrêmement élevé dans le droit. Donc, on ne va pas pouvoir aller réglementer jusqu'à ce niveau-là. Par contre, moi, je vous soutiens tout à fait. Si on pouvait avoir plus de rayonnage de fruits et légumes, on sait bien que les ventes augmenteraient. Donc, à ce moment-là, c'est vraiment un peu ce que je dirais, c'est cette pression qu'il peut y avoir via les consommateurs sur les stratégies commerciales des distributeurs ou des producteurs. Je crois que ce matin, Auchan, quand ils nous ont fait leur présentation, c'était ça aussi. Hein. On a une société qui bouge, et face à une société qui bouge, nous, en tant que commerçants, on est obligés de bouger, parce que les exigences des consommateurs, elles changent, elles sont diverses, y compris, je n'ai pas du tout eu le temps d'en parler, mais même nous, dans les recommandations que l'on fait, vous avez vu là, je ne vous ai pas du tout parlé des questions qui sont liées à l'environnement, etc. Je n'ai pas parlé des nouvelles recommandations du PNNS. Mais pour la première fois, là, dans les recommandations qui sont sorties au mois de janvier de cette année, cette notion d'aller plus vers une alimentation bio, hein, d'aller moins vers les aliments qu'on appelle ultra-transformés. Tout ça, ce sont des choses qui commencent à bouger, qui aussi dans des recommandations globales transmises à la population commencent à bouger. Et donc ça doit faire bouger aussi la demande. Et via ça, ça fait bouger aussi les industriels. Sur l'ultra-transformé, il y a plein de discussions en ce moment sur quelle est la définition, machin. N'empêche qu'au bout du compte, on voit bien qu'il y a plein d'entreprises qui vont vouloir se démarquer des autres en disant « Oh ben moi, je mets beaucoup moins d'additifs dans mes produits. Oh ben moi, je me fournis uniquement en produits bio, etc. » Donc on a une espèce de symbiose entre tout ça qui permet de faire bouger globalement la société, pas uniquement par la réglementation. Oui, merci beaucoup, c'était très intéressant. Vous avez en partie répondu à une question que j'avais, et j'en avais une deuxième, c'est que vous avez très rapidement et bien fait beaucoup parler des questions des inégalités sociales, qui in fine sont un peu, enfin c'est un peu la base, sans tomber dans une idée de convergence des luttes, et pourtant quand vous nous présentez des mesures ou des différents instruments, on n'a pas l'impression que ça soit ça qui soit ciblé particulièrement. Donc je me demandais s'il y avait des choses qui étaient faites dans ce sens, ou s'il y avait peut-être des collaborations avec d'autres institutions, d'autres ministères. Si ça reste le fer de lance du problème, c'est peut-être là qu'il faut... Alors, il y a plusieurs réponses en fait à votre question. Pour nous, elle est vraiment fondamentale. Donc, il y a d'un côté les populations précaires. On va dire vraiment celles qui sont dans une grosse difficulté sociale du quotidien, etc. Alors, ces personnes-là, il y a des traitements un peu spéciaux, mais on sait que ce sont des personnes qui vont beaucoup vers l'aide alimentaire. Hein, et donc, il y a un travail vraiment énorme qui a été fait depuis 15 ans par les structures d'aide alimentaire pour essayer de faire en sorte que ce que l'on distribue dans les centres d'aide alimentaire, ça soit plus comme on le faisait à la fin du XXe siècle, de l'huile, de la farine, du sucre et des pâtes. D'accord ? On essaye, vraiment, il y a un effort colossal pour aller vers l'amont et pour essayer de capter également du produit frais, du fruit et légumes, etc. Donc là, c'est pas la panacée, c'est compliqué, c'est difficile, mais il y a une vraie volonté et de faire en sorte également que dans ces centres d'aide alimentaire, on aille au-delà du don. Hein, je me débarrasse, mais on prenne en compte la globalité de l'individu, qu'est-ce qu'il est, ses difficultés sociales, etc., pour entamer un dialogue, etc. Il y a un gros boulot qui est fait par les associations là-dessus. Le deuxième point que vous évoquez, c'est, je dirais plus la question inégalité, hein, c'est-à-dire dans mon gradient social. Alors, on a un terme qui a été proposé par les Anglais à un moment qui s'appelle, dans nos actions, on doit faire de l'universalisme proportionné. Universalisme proportionné, ça veut dire que j'ai une mesure qui va s'appliquer pour l'ensemble de la société, mais l'impact que j'en attends est d'autant plus fort que je suis plus bas dans le gradient social. Et le Nutri-Score, dans tout ce qu'on a pu faire, c'est exactement ça. C'est-à-dire que les études préalables qui ont été faites sur l'impact du Nutri-Score, hein,
au travers de différents types d'études, on ne va pas rentrer dans le détail, mais elle nous montre que l'impact est plus important dans les populations défavorisées. C'est-à-dire que l'évolution que je vais avoir de la qualité nutritionnelle de mon panier d'achat, il est d'autant meilleur que je suis plus pauvre. Et sans que le coût ne soit modifié. Donc voilà, hein, quand on veut essayer de faire évoluer également, on n'y arrive pas, mais si on y arrivait, la question de le marketing alimentaire en direction des enfants, hein, essayer de les bombarder un peu moins de bois ton coca et tais-toi. Là, on serait également dans de l'universalisme proportionné, parce qu'au fond, on voit bien que si on réduit l'exposition des gamins et des adultes à ça, ça a plus d'impact dans les populations plus défavorisées qui, au fond, sont plus regardantes devant ça. Ils sont plus devant les écrans que les populations les plus favorisées, etc. Donc oui, la question, on se la pose. Bonjour, donc moi j'avais une autre question et déjà une remarque un peu générale. Tout d'abord, j'ai trouvé assez étonnant d'aborder la problématique sous l'angle de l'argent. Je trouve ça un petit peu déshumanisant. Enfin, on parle de personnes qui sont en surpoids et qui sont obèses. Donc, comme vous l'avez assez bien souligné, c'est des maladies. Donc, je trouve ça un petit peu problématique. Et ensuite, ma question, je me demandais, alors peut-être que j'ai pas prêté attention à ce moment-là, ce que vous considériez comme de l'obésité. Est-ce que c'est basé sur un IMC ? Et dans ce cas, c'est donc un chiffre basé sur leur poids. Et si c'est le cas, qu'est-ce que vous considérez comme, dans le cadre de la prévention, donc il me semble que c'est tertiaire, les gens que vous voulez amener vers la rémission depuis une maladie. Dans ce cadre de cette prévention-là, qu'est-ce que vous considérez comme un succès ? Est-ce que c'est une perte de poids ? Ou est-ce que c'est une amélioration de leur santé générale ? Et dans ce cas, comment vous le mesurez ? Parce qu'il y a de plus en plus d'études sur le sujet qui ont montré que des personnes fortement en obésité ont quasiment aucune chance de perdre du poids dans leur vie, mais que pour autant leur santé générale n'était pas forcément plus mauvaise, et qu'il y a même des personnes obèses qui seraient en meilleure santé que des personnes minces parce que plus actives et avec un mode de vie plus sain. Donc ça, est-ce que vous avez un moyen de le mesurer et de le prendre en compte ? Bon, la question de l'argent, j'ai pas très bien compris parce que j'ai pas l'impression d'avoir beaucoup insisté sur cette question d'argent. J'ai dit que ça coûtait à la sécurité sociale. C'est vrai que ça coûte à la sécurité sociale, mais en tant que ministère de la Santé, c'est un des points des choses. Ce que l'on veut, c'est évidemment améliorer la qualité de vie des personnes. Sur la question de la mesure de l'obésité, oui, quand on fait des études de nature épidémiologique, quand on est globalement sur une population, on utilise l'indice de masse corporelle, le poids en kilos divisé par la taille au carré, et on a les limites qui sont fixées au niveau international. Donc ça, c'est ce que l'on mesure, et on essaye de le mesurer, et non pas seulement de l'entendre, hein, parce qu'on sait bien qu'il y a une différence entre ce que je dis et la réalité. Bien. Donc ça, c'est un point. Alors, ensuite, c'est une mesure de nature épidémiologique parce que, je ne sais pas, certains se souviennent dans les années 80 de Chabal ou maintenant c'était Teddy Riner. Ce sont des gens individuellement qui ont un IMC supérieur à 30. Hein, mais bon, ils ne sont pas foutus comme tout le monde. Il y a un peu moins de gras dans l'ensemble et donc la masse maigre, elle pèse plus lourd et donc ils ont des IMC comme ça. Et le troisième point, c'est la question de la prise en charge de l'obésité. On est à un niveau individuel à ce moment-là. Hein, et effectivement, on va demander aux cliniciens et on va... C'est parmi les stratégies qui sont développées, on a aussi cette stratégie qui est fondamentale. Hein. Une fois que la personne est obèse, il faut lui proposer des solutions. Et donc, quel est le parcours de soins que l'on peut proposer à l'individu de façon à ce qu'il atteigne au mieux ses capacités ? Hein, la personne obèse, vous l'avez dit, tous les cliniciens sont d'accord là-dessus, mais donc c'est la faire rentrer dans un parcours de soins de façon à pouvoir améliorer sa qualité de vie en fonction d'objectifs qui vont être fixés au niveau individuel par le clinicien, avec la personne. Merci pour cette réponse bien détaillée. Je vois qu'il y a deux questions, alors pour ne pas squeezer les deux là et pour pas qu'on retarde trop le programme, si on peut faire des réponses un peu plus ramassé. Voilà, Christophe. Oui, merci pour votre présentation. J'avais une question. Pardon, excusez-moi. J'avais une question qui est quel est votre rapport avec la recherche ? C'est-à-dire, vous avez évoqué le Nutri-Score.
donc, qui a été mis au point par une équipe qu'on connaît assez bien à l'INRA. Et vous avez évoqué aussi au fil de votre propos des études qui parfois peuvent être contradictoires. Je mentionnerai juste, par exemple, j'ai encore vu qu'il était recommandé de consommer du poisson 2 fois par semaine, mais il y a des petites musiques qui commencent à se faire entendre en disant que vu le taux de métaux lourds dans certains poissons, c'est pas forcément une bonne idée. Il y a quelques années, on disait que boire un verre de vin rouge, c'était plutôt bon pour les maladies cardiovasculaires. Puis maintenant, il y a une petite musique qui dit, mais oui, mais au moindre gramme d'alcool, on augmente les risques de cancer. Bref. Tout ça, quel est votre lien à la recherche? Comment vous gérez cet apport de connaissances? Et comment vous arbitrez finalement entre différentes options qui peuvent se présenter entre, je sais pas moi, améliorer les acides gras qu'on peut trouver dans le poisson, tout en réduisant le risque lié aux métaux lourds. Enfin, voilà, comment ça fonctionne et comment vous intégrez les connaissances nouvelles là-dedans? Alors, plusieurs points là-dessus. Un, la recherche, elle est évidemment essentielle parce qu'elle prépare l'avenir. Donc ça, on a besoin de la recherche. Mais en tant que programme gouvernemental, comme est le Programme national nutrition santé, en fait, on n'est pas en relation directement avec le chercheur, avec les équipes de recherche. On passe toujours par l'intermédiaire des comités d'experts. C'est-à-dire, essentiellement, ça va être l'ANSES, ou qui va, sur la base d'un certain nombre de questions que nous sommes susceptibles de poser précises. Quand on a demandé, en 2012, on a demandé d'actualiser les recommandations du PNNS pour tenir compte de la question poisson. Enfin, tout ce que vous avez dit, évidemment, il faut le tenir compte, mais ça n'est pas au ministère de la Santé de décider ça. Donc on passe par les comités d'experts. Comités d'experts avec des modes de fonctionnement que vous connaissez, avec des recrutements des experts que vous connaissez également, avec des exigences sur l'indépendance, etc., qui aujourd'hui, d'un point de vue sociétal, sont des exigences absolument fondamentales. Donc l'ANSES, on peut demander au Conseil de la santé publique également sur certains autres types de choses qui concernent ça. Et puis là, sur des recommandations, par exemple, nous, on a aussi l'agence Santé publique France qui, sur le plan de la communication, va essayer de trouver les mots qui sont entendables, qui sont audibles par la population et qui ne sont pas rejetés d'emblée. C'est-à-dire que dans la formulation, c'est très compliqué souvent. La formulation pour les 2 poissons par semaine, je ne sais plus exactement sur quoi on est parvenu, mais ça a été extrêmement compliqué. Il faut dire les choses sans inquiéter, et pour que ça soit entendable, pour que ça soit audible et pouvoir être mis en pratique. Donc voilà, on agit comme ça avec la recherche. Ok, merci beaucoup. Je ne voudrais pas retarder un plus, mais moi j'ai quand même une question qui me brûle, mais très rapidement, et c'est plus un commentaire qu'autre chose. Si on considère qu'il y a 75% de la population qui savent qu'il faut manger 5 fruits et légumes, et qu'on considère qu'il n'y a que 43% qui l'appliquent, et que donc les 43%, c'est une moyenne où il y a les gens aisés qui sont peut-être à 80% et les gens... Voilà. Et du coup, vous n'avez pas atteint l'objectif, on n'a pas atteint l'objectif, et donc on se refixe un nouvel objectif. Mais est-ce que dans 5 ans, quand on va refaire le point, on ne va pas se retrouver dans la même situation tant qu'on n'aura pas analysé c'est quoi la raison de la difficulté de ce passage d'information ou du passage de l'information à l'acte? Et une fois qu'on a analysé ça, qu'est-ce qu'on peut faire de plus maintenant par rapport à ce que l'on a déjà fait? Parce qu'autrement, on risque de se retrouver dans la même situation dans 5 ans, si c'est 5 ans, voilà. C'est que j'ai passé une question que je me pose. Un peu provocante, j'en suis désolé. Non, elle n'est pas provocante, elle est le quotidien. Donc, évidemment, elle est compliquée. Parce qu'on n'a pas la réponse simple. Ce qu'on peut dire seulement, c'est que faire évoluer des comportements, individu par individu, parce qu'au bout du compte, c'est ça. Et on a besoin de stratégies diverses, de mettre en synergie différentes choses. On n'a pas une solution pour ça. Vis-à-vis de populations particulières, on ne va peut-être pas agir de la même façon pour améliorer la consommation de fruits et légumes. On va agir au niveau de l'information. On va essayer d'agir, la proposition tout à l'heure, augmenter les linéaires dans les supermarchés, super. Valoriser la production locale et avoir les petits marchés locaux avec le contact entre le producteur, super. D'accord, il y a plein de façons de faire. Bon, bah écoute, s'il y a plein de perspectives, c'est super. Merci beaucoup, en tous les cas, pour cette intervention très intéressante.